Le petit homme, dans le ventre de sa mère et jusqu'à sa naissance, reste un mammifère aquatique. Alors, il n'a pas des branchies, il ne respire pas dans l'eau, mais c'est un petit humain aquatique jusqu'à ce qu'il sorte du ventre de sa mère et qu'il commence sa vie aérienne, terrestre, à être ancré dans la terre et à respirer l'air qu'il respire. Et puis, dans les questionnements qu'ont les parents, notamment, il y a toute cette question de comment est-ce que je familiarise. Moi, j'aime bien dire refamiliariser finalement, puisque ce bébé, il connaît le milieu aquatique. Tous les bébés connaissent le milieu aquatique dans le ventre de leur mère. Il n'y en a pas qui sont élevés sans eau. Ils grandissent tous dans l'eau. Donc, comment refamiliariser justement les bébés avec ce milieu qu'est l'eau et que on va retrouver seulement au moment des bains dans toute une partie de la vie, et puis où on va vite rentrer finalement dans des envies un peu de passer au travers de la peur de l'eau, de familiariser l'enfant avec l'eau pour que ce soit plus facile, notamment si on voyage, etc. Enfin voilà, donc il va y avoir tout un travail que vont mettre en place notamment les parents, à vouloir faire en sorte que les bébés retrouvent les sensations dans l'eau, trouvent de la sécurité dans l'eau. Et c'est pas facile pour tout le monde, c'est pas facile pour tous les enfants, c'est pas facile pour tous les parents. Et je pense que c'est important d'avoir les bonnes personnes et pour potentiellement en discuter quand c'est pas du tout fluide. Ça peut l'être, et puis quand ça ne l'est pas, utilisons les liens et les choses qu'on peut rencontrer, les personnes qu'on peut rencontrer. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de rencontrer Isabelle Lost, qui est thérapeute aquatique. Elle accompagne les petits et les grands dans l'eau, avec bienveillance, à leur rythme, et puis surtout avec cette approche globale. Vous savez à quel point j'aime l'approche globale. Mais l'approche globale ici de la personne justement dans l'eau. Elle utilise le Watsu, elle utilise l'accompagnement des émotions, l'accompagnement du lien, l'aisance aquatique. Elle travaille à Corbet, à Bezay, à Borieux, pour des séances d'accompagnement dans l'eau et de soins dans l'eau. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de lui donner la parole pour qu'elle nous explique tout ça, qu'elle nous parle de ce que c'est que la familiarisation du bébé avec l'eau, de qu'est-ce qui fait que dans notre société, on a peut-être les mauvais réflexes quand on parle justement de refamiliariser les bébés avec l'eau. Donc bonjour Isabelle. Bonjour Mélissa. Enchantée, merci d'être venue aujourd'hui pour parler de ce sujet qui, je pense, va intéresser pas mal de parents parce que quand on parle du bain, tout simplement déjà le premier bain que nous on accompagne beaucoup en tant que première sage-femme, mais les bains suivants et puis les moments où les parents se demandent notamment s'ils vont pas faire les bébés nageurs ou comment est-ce qu'ils vont faire quand leur enfant est plus grand et puis qu'ils vont partir en voyage et qu'ils ont peur notamment de l'eau, qui ont peur de la noyade potentiellement, mais aussi peur simplement du contact avec l'eau, comment est-ce que ça va se passer pour l'enfant. Donc je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et j'ai envie de discuter avec toi déjà de ces premiers bains. Je suis heureuse de savoir que de plus en plus on retarde le bain, parce que moi j'aime pas qu'on lave les bébés trop vite, notamment parce que c'est important en fait de leur laisser le temps notamment de reprendre leur poids de naissance, de ne pas leur faire perdre de l'énergie en accentuant en fait la perte calorique en faisant des bains, parce que je rappelle quand même qu'un bain c'est l'équivalent de 2 TT en termes de calories, c'est énorme en fait. Et puis lui laisser aussi le temps de laisser son microfilm, sa flore au niveau de sa peau, d'être beaucoup plus forte que d'être lavé rapidement avec des produits qui vont venir finalement agresser la peau et qui risquent de faire plus de mal que de bien. Qu'est-ce que toi tu recommandes notamment vis-à-vis du bain et du premier bain du bébé ? Quelles sont pour toi les recommandations par rapport à ça ? Parce que ça va certainement beaucoup intéresser les personnes qui écoutent ce podcast. Je ne m'attendais pas à cette première question. Mais pour moi, avant tout, le bain, c'est vraiment un moment cocoon, un moment de bien-être, un moment où on peut se déposer. Il y a tous ces sièges de bain, etc. Et c'est vraiment laisser le bébé, l'eau, votre main, ou vous dans l'eau avec l'enfant. Cette connexion parent-enfant, pour moi, est importante. D'ailleurs, le bain, en fait, les fois où j'accompagne le bain à domicile, très souvent, en fait, je mets même pas de savon. Alors les gens, ils disent, mais il faut pas le laver. Je dis, mais non, c'est pas nécessaire, en fait. Juste le rincer. Là où tu vas le nettoyer constamment, ça, c'est déjà fait, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de souci avec ça. Et que c'est déjà juste la sensation et l'accompagnement. Et le bain, comme tu disais, le bain avec le parent, ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Parce qu'en fait, si le bébé il est comme lâché une première fois dans une petite baignoire ou dans une grande baignoire, ça va dépendre de ce qu'ont les parents,
mais sans contact, sans avoir de limite en fait autour de lui, souvent il panique. Alors on dit rapprocher le bébé du rebord de la baignoire, lui donner des limites, etc., que ça va l'aider. Mais c'était quand même beaucoup plus magique quand on a un parent en fait, et surtout si on a la maman, c'est encore mieux, parce que la maman va pouvoir apaiser et donner le sein au bébé au cours du premier bain, et ça va être vraiment un chouette moment. Qu'est-ce que tu recommandes alors après par la suite? Quand est-ce qu'on doit passer le cap? Parce que les gens souvent, vers 3 mois, ils se disent tiens, je ferais bien du bébé nageur, qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'ai une approche un peu différente parce que moi je trouve que j'ai beaucoup réfléchi depuis, je dirais, au moins 2 ans sur les bébés dans l'eau. L'approche parent-enfant dans l'eau est super parce que c'est grâce au mimétisme que l'enfant évolue. Mais mettre un bébé à 3 mois dans l'eau alors que à sa naissance on nous dit qu'il ne faut pas aller trop vite dans le bain, etc., c'est un peu pour moi contradictoire. Et donc, favoriser, oui, des liens parent-enfant dans l'eau. Oui, c'est créer du lien avec son enfant dans l'eau, oui, mais pas de manière récurrente toutes les semaines. Oui, c'est problématique finalement de mettre les bébés de 3 mois à peine dans de l'eau chlorée toutes les semaines. Voilà, c'est ça en fait. Des choses qu'on ne dit pas, c'est que par exemple, les alvéoles pulmonaires ne sont pas à pleine maturation quand ils sont tout petits. C'est seulement à partir de 2 ans que ces alvéoles sont bien ouvertes. Bien ouvertes, oui, voilà, Ouais, je cherchais pas, trouvais pas mon mot. Et à 2 ans, c'est mieux d'aller à ce moment-là que quand ils sont tout petits. Mais on peut faire de la familiarisation avec son bébé. Dans le bain à la maison, oui. Dans le bain à la maison. Que ce soit dans une petite baignoire, on peut déjà, ou il faut avoir une baignoire. Une petite baignoire. Même une petite baignoire, déjà, c'est suffisant. Donc quand ils sont tout petits, en fait, de Oui, leur oui, redonner oui. des sensations. Mais j'ai pas de... Allez, on peut prendre le bébé au niveau de l'arrière de la tête et tous les bruits, les sensations, l'eau qui glisse sur le ventre, l'eau au niveau du visage, maman qui vient avec sa main mouillée, cacher sur le visage de l'enfant. Tout ça, on peut déjà faire dès tout petit, en fait. Je me souviens encore ma cousine qui expliquait est-ce que je peux me mouiller le visage de mon bébé et sa fille avec 15 jours? Et je dis, mais oui, tu peux. Pas à grand eau avec tordre le gant de toilette au-dessus de ton visage. Éviter l'eau savonnée au début du bain pour prendre un moment un moment ludique. Et je dis, oui, tu peux prendre ta main et ta main mouillée et caresser le visage de ta fille. Ouais. Et ça, c'est déjà les premières sensations, en fait. Des éclaboussures sur le ventre, par exemple, avec l'eau sur le ventre, les éclaboussures, faire du bruit au niveau du sensoriel. Comment le bruit, ça fonctionne, en fait. Et tout ça, on peut faire déjà dans le bain. Éveiller les sens, parce que chez le bébé, il y a plein de jeux pour éveiller les sens de plus en plus, mais dans l'eau, il y a plein de choses à faire. Et je trouve que c'est super important. Ouais. Dans les tout premiers jours, c'est vrai qu'on fait souvent les bains enveloppés, plus pour que le bébé il ait cette sensation en fait d'être comme contenu, comme il était dans le ventre de sa mère. Et donc on utilise beaucoup cette technique. Et puis après, au fur et à mesure, en fait, le tétra va être moins nécessaire et puis le bébé va gagner en aisance dans l'eau. Et c'est vrai que, en fait, j'explique souvent que les tout premiers bains vont pas durer longtemps. Et puis qu'en fait, le plaisir du bain et le plaisir d'être dans l'eau, comme le visualisent la plupart des parents, et qu'ils ont envie que ce soit ça quand ils fassent le premier bain, ou les premiers bains. Et souvent, ils sont un peu déçus en mode, en fait, c'était vraiment pas long, en fait, il n'a pas vraiment aimé. Enfin, même s'il a aimé, très vite, il a râlé. Enfin, voilà, c'était pas forcément ce qu'ils attendaient. Finalement, c'est aussi cet accompagnement et ces moments avec le parent et le bébé au moment du bain, dans la grande baignoire avec un parent ou avec la petite baignoire. Ça va être des moments où justement petit à petit en fait on va apprivoiser ensemble qu'est-ce qu'on peut faire dans l'eau, comment est-ce que l'enfant peut jouer, qu'est-ce qu'on peut lui donner, comment est-ce qu'on peut lui donner des petites sensations, comment est-ce qu'il va taper des pieds dans l'eau, etc. pour pouvoir justement se refamiliariser avec ce milieu aquatique qu'en fait il a connu avant ça toute sa vie. Et peut-être qu'il y a beaucoup de craintes qu'on met justement vis-à-vis de l'eau parce que peut-être qu'on n'accompagne pas suffisamment tout simplement l'eau au quotidien. Enfin, je dis au quotidien, je préconise à personne de laver son bébé tous les jours, mais je veux dire dans la vie quotidienne.
pas au quotidien journalier, il faut absolument prendre le bain tous les jours avec son enfant, mais que le plaisir sensoriel de l'eau, c'est aussi parce que en fait, les enfants nous observent beaucoup, les enfants sont dans la relation, et que si on donne un bain juste pour vite savonner, nettoyer, etc., il n'y a pas cette interaction qu'il y aura si jamais le parent en fait est dans l'échange, regarde son enfant, effectivement le mouille avec sa main, ou utilise peut-être un petit pot ou quelque chose pour faire couler de l'eau sur le corps. Et clairement, ça va changer en fait la manière dont l'enfant va jouer, va appréhender en fait les sensations dans l'eau. Et tu disais surtout que tout ce qui est apprentissage en piscine, notamment pour dire en fait mettre la tête sous l'eau, mouiller ses oreilles, etc., que c'était quelque chose que finalement de plus en plus on était obligé d'apprendre à la piscine quand on va apprendre à nager, parce qu'on ne fait plus ce genre de choses à la maison. Donc toi, tu fais des bains d'éveil à la maison, tu accompagnes des bains d'éveil à la maison. Qu'est-ce que tu proposes dans ces bains-là? Alors, dans ces bains-là, c'est vraiment un... D'abord, c'est un espace pour le parent et pour l'enfant, où le parent peut poser ses questions. Donc, comment ça se passe? Ça se passe par un bain où le parent donne le bain à son bébé et j'accompagne dans toutes les petites choses, la température du bain, la position dans le bain, les jeux en fonction de quel âge l'enfant a, parce je peux donner un bain d'éveil même pour un enfant qui a 2-3 ans. Les objectifs seront peut-être différents, le rythme, c'est différent quand il a 2-3 ans ou quand il est tout petit, mais donc c'est vraiment pouvoir guider les parents par rapport à ça. Et surtout, dans le bain, on peut... pour moi, c'est les prémices de l'apprentissage. Et donc, dans le bain, on peut vraiment faire tout ce qu'on fait dans le grand bain. Et donc je donne un bain pour les tout petits de 10-15 minutes, ça dépend de l'âge de l'enfant. Et puis après, il y a un temps de discussion, d'échange avec les parents sur toutes les questions qu'ils ont autour du bain, etc. Et donc, s'ils ont besoin qu'on parle du bain avec le tétra avant, par exemple, on peut passer par toutes ces différentes étapes-là. Donc, le bain avec le tétra, on ouvre le tétra, on enlève le tétra, le bain libre avec la main derrière la tête. Et puis après, on a le rituel de sortie, mais il y a aussi le rituel d'entrée. Du coup, tu parles de bain libre. C'est quoi exactement le bain libre? Alors, le bain libre, c'est vraiment le bain où l'enfant sa tête est déposée dans le fond du bain. Et l'eau arrive au niveau des oreilles. Donc, on dit souvent il y a 2-3 cm, ça dépend la taille du bébé, etc. Mais donc bien vérifier pourquoi 2-3 cm, parce que s'il se retourne, il faut être bien sûr présent, et s'il y a trop d'eau, il va peut-être plus vite boire la tasse. Et donc en fait là, l'enfant, il vient, en déposant sa tête dans le fond du bain, il vient vraiment explorer par ses mouvements, par l'espace qu'il a autour de lui. Et on peut amener des jeux à ce moment-là, et tout le sensoriel, les petits jeux, les aspergeurs par exemple, les jeux qui font du bruit, les moulins à eau, les arrosoirs, et on peut les amener de manière que le bain libre, que le bain soit un espace ludique en fait. Et c'est à ce moment-là, le bain libre, on joue dans le bain en fait. Ouais. Et le bébé trouve aussi beaucoup de mobilité, du Oui. fait qu'il y ait quand même un peu d'eau, qu'il soit libre de ses mouvements. Et donc ça, je sais que c'est aussi une technique qui est utilisée aussi pour lever certaines tensions chez les bébés. Parce qu'en fait, de eux-mêmes, ils vont savoir potentiellement se guider et s'aider, alors que quand ils sont figés, coincés, bloqués, ils n'auront pas cette possibilité. Donc c'est aussi une forme de thérapeutique pour l'enfant lui-même. Ah oui, bien sûr. Et oui, c'est tellement important. Il est libre de ses mouvements, il peut voyager dans le bain. Et puis, j'avais envie de parler aussi de ces sièges de bain qu'on entend partout, qu'on voit partout, ou ces visières. Et j'avoue que moi, je suis un peu contre, parce que je préfère laisser l'enfant explorer le mouvement, les bruits de l'eau, les sensations, développer le sensoriel, recevoir l'eau dans les yeux et dire que c'est OK et que c'est les nouvelles sensations en fait, et en faire un échange en fait. Je reçois de l'eau dans les yeux,
Je sens qu'il y a l'eau qui coule, c'est des nouvelles sensations que je ne connais pas et que ça soit plus fluide que dire ah ben attention j'ai peur. Partager un bain de manière ludique et que ça soit autant pour l'enfant que pour le parent en fait. Et pas basé sur la peur, mais basé sur le plaisir. C'est vrai que les sièges de bain, ça existe depuis longtemps. Hein. Alors il existait des sièges de bain un peu rigides qui ressemblaient à des mini transats dans lesquels on posait les bébés pour les mettre dans la baignoire. Puis après, il y a l'espèce d'anneau dans lequel on peut placer l'enfant quand il est plus grand et qu'il soit assis dans la baignoire pour pas qu'il glisse, visiblement. Mais maintenant, je vois aussi des baignoires avec des espèces de transats en une sorte de mousse comme ça. Les parents ont l'impression que du coup, ça veut dire que le bébé va être déposé là, puis je peux le lâcher en fait et avoir mes 2 mains pour baigner le bébé. Et je trouve ça effectivement, comme tu dis, assez interpellant parce que finalement, la sécurité, elle est plus dans ce que nous on fait et donc dans la posture qu'on a et dans notre présence, mais on donne tout pouvoir à finalement un objet, mais qui n'est pas infaillible en fait, hein, déjà premièrement, et puis qui est très superflu finalement. Parce qu'on peut, plus tard, hein, quand l'enfant est plus grand et que justement on voudrait l'asseoir dans cette espèce d'anneau là, on pourrait très bien asseoir le bébé sur nous, dans la baignoire. Si jamais en fait on reste à côté, il n'y a pas de raison en fait d'utiliser ça et de lui donner finalement une fausse sécurité. Parce qu'en fait en ayant cette sorte de barrière en fait, on donne comme une sorte de fausse sécurité à l'enfant, de lui dire bah voilà tu peux être là, tu peux te tenir et voilà. C'est comme tous ces bébés qu'on assoit alors qu'en fait ils sont pas capables de tenir assis. Et ben là en fait on les coince dans une position en lui disant t'es capable de le gérer alors qu'en fait c'est pas le cas, c'est l'objet qui gère à sa place. Et donc du coup après on a l'idée de la frustration parce que l'enfant il va vouloir refaire cette position et il n'y arrive pas parce qu'en fait il n'était pas mature pour le faire. Et donc que ce soit dans l'eau ou hors de l'eau, en fait on a créé des objets pour positionner nos bébés, pour libérer la charge mentale et physique que ça représente de donner le bain. Peut-être que c'est bien d'y repenser aussi parce que d'abord ce sont des objets qui sont peut-être bien superflus et dont on peut se passer et qui soulageront le portefeuille, ça clairement. Mais en plus de ça, en fait, donnons la sécurité au fur et à mesure. Puis en fait, l'enfant finira par pouvoir rester assis dans le bain à un moment ou un autre, mais ne brûlons pas les étapes en fait. Et ça, ces objets-là nous poussent à brûler les étapes. Et du coup, parfois à mettre en insécurité l'enfant quand on va finir par le poser parce qu'en fait, il a perdu cette possibilité d'explorer au fur et à mesure et d'avancer lui-même au fur et à mesure. Ah oui, c'est tout à fait juste ce que tu dis parce que je le vois même avec les grandes... Enfin, il y a des bouées en siège, par exemple, où on dit, mon enfant, il est en sécurité, il est dans sa bouée. Et chaque année, il y a des soucis avec cette bouée en siège. Et donc, c'est pas parce qu'il y a une bouée que l'enfant est en sécurité tant qu'il ne sait pas nager. Et ici, dans le bain, c'est d'autant plus vrai aussi. Quand tu parles de cette coussin qu'on met sur l'eau, c'est ça dont tu parles. Et il peut se retourner à tout moment, même dans 3 cm d'eau, voilà. Et c'est pas parce qu'il y a un support, il y a quelque chose que l'enfant est plus en sécurité. En fait, je pense que ça sécurise le parent, qu'il est soutenu, qu'il a ce siège, il a cette visière, etc. Mais pour l'enfant, il faudrait lui poser la question, en fait. Et donc il faudrait être capable de ressentir finalement ce qu'il nous dit avec sa manière d'être, avec son petit corps, avec la manière dont il nous regarde, etc. Mais ça c'est encore un autre sujet. Hein. Oui, le non-verbal, comment il se sent dans le siège où il est un peu coincé, là, vous voyez un peu où il se sent coincé. Oh, mais si je lui donne un bain, le bain libre, il explore le mouvement, ou comment il respire, comment est son visage. Je pense que c'est pas la même chose. Mais c'est vrai pour la motricité libre tout court et le fait de caler un bébé dans une position en particulier. Quand on est en motricité libre, le bébé va explorer son environnement à son rythme. Parfois, il va passer par des phases où il recule plutôt que d'avancer, il va tourner sur lui-même plutôt que d'aller vers là où il veut aller, etc. Enfin voilà, parce qu'il va explorer comment est-ce qu'avec son corps, il peut aller toucher l'objet qui convoitise ou aller voir ce petit truc sur le tapis qui a l'air intéressant, etc. Mais on a l'habitude finalement de les cloisonner, de les mettre dans un espace, notamment je pense au parc, hein, qui est 1 mètre sur 1 mètre, c'est minuscule. Hein, alors quand c'est pour poser un bébé en sécurité parce qu'il
il y a des éléments dans la maison, peut-être un gros chien ou même un petit chien, ben voilà, mais où on n'est pas sûr, etc., ben, je peux comprendre. Mais il y a des choses potentiellement où on peut se dire que le reste du temps, l'enfant, en fait, il a besoin d'explorer son environnement et que la motricité libre va lui aider à se développer de manière beaucoup plus intéressante pour lui que si je le coince dans des lieux, dans des espaces réduits ou dans des positions avant qu'il soit capable de le faire. Je pense notamment, il y avait des petits sièges à l'époque de mon fils, je ne sais pas si ça existe encore, mais vraiment, c'était fait pour pouvoir asseoir l'enfant et qu'il tienne vraiment bien, même s'il n'était pas capable de tenir assis. Et les parents étaient super contents parce que du coup, c'était facile pour donner à manger, etc. On a eu beaucoup de discussions là-dessus, puis je disais, mais en fait, moi, s'il n'est pas capable de s'asseoir, il ne va pas rester assis. Enfin, c'est pas normal, c'est pas logique. C'est comme si à moi, on me demandait de tenir une position, je sais pas moi, du poirier, alors qu'en fait, je suis pas capable de tenir en équilibre en poirier, mais qu'on me demandait de tenir cette position en me mettant un truc, c'est pas confortable. Même si on m'attache le pied pour que je tombe pas, c'est pas confortable. Et ben, c'est la même chose pour le bébé en fait. Donc on a vraiment besoin de se rendre compte de l'inconfort dans lequel on les met, juste parce que on est comme fiers de les voir grandir, fiers de les voir acquérir certaines compétences. Et le moment du bain, eh ben, je pense que c'est la même chose, avec notamment ces petits arches là qu'on met autour des enfants pour pas qu'ils glissent dans le bain. Oui, oui. Moi, j'avoue que je n'aime pas. Et chaque fois que j'en vois sur les magasins, je dis mais non, non, non. Enfin, la première chose, c'est vous avec le bébé dans l'eau ou allez la main en position libre. Mais laissez, oui, la motricité libre. En fait, je travaille beaucoup avec cette approche de motricité libre parce que pour moi, c'est vraiment le mouvement, c'est la vie en fait. Et c'est ce qui va guider les enfants même au-delà des bébés aussi. Hein. J'imagine que dans cette refamiliarisation avec l'eau pour des enfants, notamment peut-être où les parents ont envie qu'ils soient en sécurité, notamment pour les voyages. En ce moment, tu as peut-être beaucoup de demandes pour ça. Là, les vacances arrivent. Est-ce que tu as beaucoup de gens qui te demandent pour ça ? Oui, j'ai de la demande pour des séances de coaching à domicile, pour des stages en vue des vacances. Oui, j'ai de la demande par rapport à tout ça. Maintenant, je trouve que c'est important. Chaque année, en fait, c'est plus important. On m'appelle au mois d'avril pour que l'enfant apprenne à nager en juillet ou en août pour les grandes vacances où on part en France, par exemple. Et chaque année, je dis, mais j'ai pas de baguette magique, je ne sais pas apprendre à nager à votre enfant en 3 mois. C'est vraiment quelque chose qui se fait petit à petit. Il faut apprivoiser le milieu aquatique, se laisser porter, avoir confiance. Et tout ça prend du temps. Et donc, souvent, les parents disent, en 3 mois, mon enfant, il nage. On voudrait que ce soit la baguette magique, oui, puis le coaching éclair, là, hop, 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 on y va. Et se remettre finalement à toi pour être capable de le faire, parce que finalement, on pourrait aussi se dire, bon, allez, on va aller à la piscine toutes les semaines, comme ça, on va lui apprendre à nager, et il sera prêt pour partir en avec vacances. papa, maman, Oui. c'est Exact. aller avec vos enfants à la piscine, jouer avec vos enfants à la piscine, pour moi, c'est la meilleure chose. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de la notion du lien, et puis aussi, en fait, faire ces étapes-là avec un de ses parents, ou ses 2 parents, hein, ça dépend de la taille de la famille, de la disponibilité, de tout ça, hein, mais ça marque comme des étapes encore différentes dans comment est-ce que l'enfant va le vivre, parce qu'il va être accompagné par un de ses parents, et va avancer au fur et à mesure. Mais peut-être que les parents, ils ont besoin aussi de se rassurer et d'être sûr que les enfants ont les bonnes techniques, parce que je pense que c'est ça aussi qui se joue, parce qu'on nous dépossède finalement de ce côté un peu expert de nos enfants, et on nous a appris en fait au fur et à mesure dans notre société, on nous apprend à nous remettre aux autres pour avoir l'expertise des autres, pour tout et n'importe quoi dans notre santé, dans la santé de nos enfants et dans notre capacité à nous occuper d'eux. Et je pense que c'est très interpellant en fait, de se dire on a besoin de remettre à d'autres une responsabilité en fait qui en partie nous incombe. Je veux dire, familiariser un enfant avec l'eau, alors à moins que moi-même je sois phobique et que je ne veux pas transmettre ça à mon enfant, et là j'ai envie de dire c'est une bonne chose de travailler là-dessus, mais peut-être que je peux travailler moi-même sur ma phobie pour pouvoir mieux accompagner mon enfant. Mais en dehors de ces cas-là, en fait c'est chouette que ce soit les parents qui le fassent, et qu'ils se rendent compte à quel point en fait ils sont compétents pour accompagner leurs enfants.
parce que c'est quelque chose dont on les dépossède et qu'on... En fait, on les fait douter de leur capacité à s'occuper de leur enfant, de leur faire à manger. Enfin, je veux dire, le marketing autour de la nourriture pour les bébés, c'est de te dire ah, est-ce que tu savais que c'est exactement cette quantité-là de protéines qu'il faut mettre dans le petit pot de ton bébé? C'est pour dire, mais en fait, tu n'es pas capable de le faire, donc viens acheter le produit que j'ai fait moi pour ton bébé. Et c'est ça pour quasi tout. Tu veux apprendre, je sais pas moi, à lire, à compter, etc. Il faut que tu t'en remettes à d'autres gens dont c'est la compétence. Parce que, en fait, dans notre société, on te fait croire que c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, je pense que l'apprentissage de toute la familiarisation autour de l'eau, que ce soit effectivement d'apprendre à nager, mais tout le reste aussi, ben, en fait, on se dépossède un petit peu de ça. Alors, on a peut-être besoin soi-même de revoir, d'être rassuré, etc., pour ensuite aller avec nos enfants. Mais c'est important peut-être de se rappeler ça. Mais en tout cas, pour ceux qui ne sont pas capables, c'est chouette d'aller vers quelqu'un qui va faire ça avec bienveillance, comme tu peux le faire. Oui, je trouve qu'en tant que parent, c'est s'écouter. Je pense que c'est... Vous faites de votre mieux et c'est s'écouter, c'est faire les choses de manière intuitive et souvent, parfois, même tout le temps, ce sont les bonnes. Maintenant, si par exemple vous êtes en manque de moyens, de réponses pour comment accompagner votre enfant dans l'eau, que ce soit dans le bain, vous sentez qu'il y a une difficulté, l'enfant, votre bébé pleure quand vous le mettez dans le bain, l'apprentissage à la piscine c'est compliqué, bah alors oui, faites appel à un professionnel qui va vous guider, qui va vous accompagner avec votre enfant. J'ai aussi, tu en parlais très bien, des parents qui ont des difficultés dans l'eau et ne veulent pas transmettre ça à leur enfant. Et donc souvent, parfois, j'ai des parents qui viennent en séance d'apprentissage avec moi. Et à côté de ça, ils viennent aussi en accompagnement dans l'eau avec leur enfant. Et donc c'est vraiment deux thérapies, une et l'autre, et ils avancent ensemble. Et donc c'est vraiment un magnifique cadeau qu'on peut faire à son enfant dans cette démarche de grandir ensemble, en fait, je pense. L'eau, c'est magique. Oui, tu me disais que tu faisais ça déjà depuis que tu étais toute petite, finalement. Que tu as appris toi-même à nager à ta sœur quand tu avais 11 ans. C'est ça que tu m'as dit, hein? Oui. Ben donc, je pense elle savait déjà nager, mais je la guidais dans les... Je lui lançais les cerceaux, je la guidais pour aller la chercher, aller sous l'eau, etc. Et donc, j'ai vu ça dans une vidéo qu'on a retrouvée. Et j'avais déjà cette posture d'accompagnement, d'accompagnement. Et en fait, ça vient quand même de loin, mais pas dans le allez, vas-y, non, c'est en douceur, bienveillant, ouais. en douceur. En douceur, ouais. Parce que t'as même, donc tu es éducatrice spécialisée à la base, et tu as même fait ton travail de fin d'études sur justement les soins aquatiques pour les personnes handicapées, c'est bien ça? Oui. Donc en fait, tu as travaillé avec tous les âges, toutes les situations, que ce soit les personnes en situation de handicap, que ce soit les femmes enceintes, que ce soit les bébés, que ce soit les gens, les adultes qui ne savent pas nager et qui viennent se réapproprier la sensation de l'eau avec toi. T'es multicasquette en fait. Oui, et je pense qu'au cœur de tout ça, c'est vraiment la relation, le lien. La personne est là, ici et maintenant, que ce soit bébé, enfant, ado, adulte, senior, prénatal. Et c'est l'accompagner là où elle veut aller, en fait. Et ça, je pense que c'est ma casquette d'éducateur spécialisé. Parce qu'on cherche des caractéristiques en disant, mais qui je suis, en fait. Je suis thérapeute aquatique, coach aquatique, etc. Mais je suis, en fait, ma formation est éducatrice spécialisée. Et éducatrice spécialisée, c'est accompagner la relation, c'est accompagner le lien vers l'autonomie de la personne. Et l'éducatrice spécialisée accompagne autant les enfants, du petit jusqu'au plus grand. Et donc c'est l'évolution de la personne en confiance, dans la bienveillance, Et toi, la ton super pouvoir, c'est l'eau. Et mon super pouvoir, c'est l'eau, oui, voilà, c'est ça. Spécialisée dans le milieu aquatique. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir échangé, partagé avec moi aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait encore des choses que tu voulais transmettre, partager? J'avais envie de parler de l'approche des bébés dans l'eau, un peu différente des bébés nageurs, qui pour moi est une approche en 3 temps, qui est plus respectueuse
rythme de l'enfant. On a parlé au tout début de mettre les bébés à 3 mois dans l'eau. J'ai pas du tout cette approche-là. Les bébés dans l'eau toutes les semaines. À la piscine, hein. À la piscine, Oui. oui. Et donc, moi, je propose plutôt par rapport aux besoins du bébé, le besoin des parents. Et donc, j'ai vraiment une nouvelle approche un peu différente. Parce que pour moi, un bébé à 3 mois dans l'eau, il va se familiariser à l'eau, mais ça, on peut le faire à la maison. Et aussi, on dit qu'après avoir fait les bébés nageurs, un enfant est plus à l'aise dans l'eau, mais à l'âge des compétences natatoires, donc on dit souvent à l'âge primaire, on commencera la codification des mouvements. Et donc en fait, un enfant qui a fait bébé nageur et un enfant qui a pas fait bébé nageur, la différence c'est la familiarisation de l'eau. La codification, on devra quand même passer par cette codification à un moment ou l'autre. Et donc ici, cette approche est en 3 temps. C'est un bain d'éveil à domicile où on parle du accompagner le bain à la maison avec le bain libre. Puis après, il y a différents ateliers interactifs où je guide le parent, je réponds aux besoins du parent pour accompagner son enfant dans l'eau. Donc il y a le bain libre, il y a les rituels aquatiques, tout ce qui est sécurité affective de l'enfant, que ce soit dans tous ces moments de la vie, mais aussi surtout dans le moment du bain et du grand bain. Il y a comment porter son enfant dans l'eau. Est-ce que je porte mon enfant, je soutiens mon enfant, ou j'ai un contact, il y a une présence, mon enfant est rassuré et peut évoluer en toute autonomie dans l'eau. Aussi, j'aborde tout ce qui est grand principe de la natation, à faire dans le bain, mais aussi avec vos enfants à la piscine en vacances, par exemple. On aborde tout ça. Et là, on fait aussi un parallèle avec les réflexes naturels. La natation, c'est aussi laisser les réflexes naturels des enfants par rapport à le réflexe de nage, mais c'est le mouvement des jambes. Et donc, laissez-lui, on parlait de motricité libre, mais donc laissez-lui bouger en fait. Et puis après, on verra que ces mouvements de battement de jambes a un sens pour avancer, mais aussi s'équilibrer si on veut rajouter les mouvements des bras. Et puis terminer avec une fois par mois une séance dans l'eau où on aborde tout ce qu'on a fait avant dans les ateliers interactifs et où on met en pratique. Et là, c'est vraiment un moment d'échange, de discussion avec les parents-enfants et d'autres parents aussi. Ils ont vu la même chose, ressenti, et cette séance peut avoir lieu une fois par mois en fait. Et comme ça, il y a vraiment un moment ludique, d'amusement et voilà. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Avec C'est intéressant plaisir. de voir cette manière d'accompagner étape par étape au rythme de chacun, chez soi dans un premier temps, de toi être auprès d'eux et puis que petit à petit en fait on sorte potentiellement du petit bain de la maison. Mais voilà. Donc merci en tout cas de ces échanges et puis si les gens ont envie de te contacter, de prendre contact avec toi pour avoir plus d'informations, je vais mettre en lien dans la description de l'épisode tout ton site, etc. pour qu'ils puissent prendre contact avec toi et puis voir un petit peu justement tout le panel de choses que tu proposes. Donc merci encore pour ta confiance et belle suite à toi. Merci Mélissa.